Bonsoir à toutes et tous. Je vous propose qu'on démarre et ceux qui sont en retard arriveront au fur et à mesure. Donc vous le savez, comme d'habitude, on est filmé en direct sur le site de la ville et sur YouTube. Secrétaire de séance ce soir, si elle le veut bien, Nathalie Charrier-Lucas. Merci. Les pouvoirs, Cathy Roufiange pour Valérie Toumazeau, Stéphanie Lauberton pour Madame Mélias et Monsieur Isler pour Bruno Caïto. On doit, vous le savez, commencer par approuver le procès-verbal du dernier conseil, donc conseil du 19 septembre. Est-ce que vous avez des remarques ? Pas de remarques. Alors pour information, David, qui était le secrétaire de séance, l'avait lu et il avait dit que c'était bon, mais il va le confirmer parce qu'il arrive juste. Et voilà. Et donc on le signera tous les deux à l'issue donc de votre décision. Donc bonsoir David. On disait, est-ce qu'il y a des questions sur le PV que tu avais vu ? Toi tu l'as validé, voilà. C'est ce que je disais. Donc voilà. Donc pas de questions. Je vous propose donc qu'on adopte donc ce PV. Des questions sur les décisions du maire ? Non, a priori, pas de questions. Du coup, je vous propose qu'on passe à l'ordre du jour de notre conseil. Le premier point, c'est le rapport d'activité, le traditionnel rapport d'activité de Nantes Métropole pour l'année 2023, donc on est bien sur l'année dernière, et c'est Jean-Claude Lemasson, qui est le maire de Saint-Aignan, mais je ne le présente plus, qui va nous présenter donc ce rapport en tant que vice-président de la métropole en charge des contrats de co-développement, des coopérations intercommunales, de la proximité pour la partie Nantes Métropole. Et après, tu céderas la parole à Sandrine Gauvry qui fera un point sur notre rapport plus spécifique sur la partie communale. Je te remercie d'être là avec nous ce soir. Je sais que tu es un peu sollicité en ce moment et je te laisse donc la parole. Merci Madame la maire, chère Christelle. Merci de m'accueillir une nouvelle fois dans votre instance. Très honoré d'ailleurs d'être là assez régulièrement pour faire le point sur l'activité métropolitaine, qu'elle soit effectivement globale au titre des 24 communes ou qu'elle soit au titre du pôle Loire-Seine-Vignoble et donc des dispositions plus spécifiques pour les sorinières. Alors c'est moi qui avance. Voilà. Donc comme d'habitude une présentation en quelques éléments, quelques chapitres. D'abord pour vous rappeler, alors je pense que c'est ici, mais je ne vais pas vous faire l'offense de la cartographie de la métropole, mais peut-être avant ça de vous rappeler que le rapport est toujours en ligne sur le site de la métropole nantaise, que je vous invite à lire, bien évidemment. Il a été approuvé lors du conseil métropolitain des 27 et 28 juin dernier. Donc, la configuration de la métropole, vous la connaissez. Je m'arrête 2 secondes, comme à chaque fois, sur le nombre d'habitants au 31 décembre. Donc, 684 000 habitants, donc une évolution substantielle. 3 949 agents en équivalent temps plein. Là aussi, selon les politiques publiques qui sont menées, vous connaissez bien évidemment les principales compétences de la métropole, mais également, alors, nous avions la partie obligatoire et ici la partie facultative. Il n'y a pas eu de nouveau par rapport au dernier rapport présenté. Donc l'action métropolitaine en 3 chapitres, comme d'habitude. D'abord le chapitre sur l'innovation, la créativité et le rayonnement de la métropole. En précisant toutefois le renforcement du fait métropolitain, notamment au travers du pacte métropolitain que vous connaissez, mais j'aime bien le rappeler dans sa composition avec le pacte de gouvernance, le pacte financier de solidarité. D'ailleurs, une dernière réunion s'est tenue pour voir à mettre en place un nouveau fonds de concours. Ça sera vu sans doute dans les semaines qui arrivent. Le pacte de coopération et de solidarité dont j'en ai la responsabilité pour une part.
Le pacte des citoyennetés, bien connu ici, bien évidemment, n'est-ce pas, chère vice-présidente, puisque c'est toi qui anime ces dispositions. Sachez qu'en 2023, une quinzaine de projets ont utilisé l'aide à la mise en place d'un dialogue de proximité. Rappelez-vous, nous avions évoqué les 3 niveaux d'intervention en dialogue citoyen, de l'information, concertation, à un dialogue plus soutenu avec les comités citoyens. Et donc une quinzaine de projets en 2023, ce qui est, me semble-t-il, assez représentatif de l'intérêt que nous portons, nous, maires et élus, à ce dialogue que nous avons instauré. Une politique culturelle riche et ambitieuse, notamment avec des projets exceptionnels qui ont été au service du rayonnement du territoire. J'en pense en 2023 à la Compagnie Royale de Luxe qui a enchanté les rues nantaises et herblinoises avec la grande déambulation que vous n'avez pas forcément à l'écran d'ailleurs. Moi je l'ai sur ma page mais vous l'avez pas. Peu importe, avec le grand... Alors comment s'appelle-t-il déjà? Le bulle machin de Monsieur Burgogne. Peut-être avez-vous été... J'ai pas forcément tous les noms en tête, qui a séduit pas moins de 400 000 personnes sur 3 jours, donc on va dire que c'est presque aussi bien que le Vendée Globe, hein. Voilà, pour ceux qui étaient au Sable d'Olonne. Le musée d'art en 2023 qui a accueilli 424 647 visiteurs, extrêmement important, 80% de plus qu'en 2022, et surtout grâce à l'exposition Hypersensible, un regard sur la sculpture hyper réaliste. J'imagine que vous avez aussi participé ou visité, hein, c'était extrêmement intéressant. Voilà le grand machin bulle. J'avais pas appuyé sur la bonne. Voilà. Sur la création, l'innovation, l'expérimentation, donc la métropole favorise la valorisation de la recherche, de l'innovation académique et l'interface avec les acteurs économiques. Hein, vous le savez de longue date. Et en 2023, donc la métropole a renouvelé ses aides aux divers dispositifs et notamment au programme d'incubation académique de l'université de Nantes, dit Pépite, que vous avez ici en partie à l'écran, et Odyssée, qui est la plateforme mutualisée d'incubation portée par l'Institut Mines Télécom Atlantique et Alliance. On parle également d'économie, et là, il faut que l'économie soit en transition au regard des problématiques sociétales que nous connaissons, qui n'est pas seulement environnementale et écologique. Et là, pour accompagner les mutations économiques du territoire, une nouvelle convention a été mise en œuvre avec les Écosolis. Et donc en 2023, ça s'est traduit par le soutien à l'amorçage de 6 projets entrepreneuriaux via le dispositif ESS Non-Factory, ESS, économie sociale et solidaire. Également le suivi des activités de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique, dont l'objectif est de lutter contre toute forme d'inégalité. Une intervention sur l'écriture de la stratégie immobilière de l'ESS, parce qu'il faut pouvoir porter les fonciers. Vous savez que le modèle économique de cette économie ESS est assez fragile, donc il s'agit de trouver des solutions de portage du foncier. C'était le cas dans l'écriture de la stratégie immobilière et en cohérence, bien évidemment, avec la feuille de route ESS à l'horizon 2026. On peut citer également la participation d'entreprises de l'ESS au 2e forum des achats publics innovants et responsables, FAIR. Et on peut citer à cette occasion le travail sur la commande publique que fait Hervé Fournier, notre collègue conseiller métropolitain et conseiller de Nantes sur le sujet de la commande publique. Dire également un petit mot sur le quartier de la santé. Vous avez sans doute pu compter sur plus que 2 mains, voire même 3, le nombre de grues dans le secteur du CHU en construction, maintenant bien visible. Moins de grues, mais les bâtiments sont bien visibles. Et donc on attend la fin de travaux dans 2 ans à peu près. Hein. Les corps d'état secondaires ont démarré sur les premiers bâtiments. Et en parallèle, Nantes Métropole et la Samoa, donc qui est l'aménageur du secteur, et sa maîtrise d'œuvre a notamment contribué à la mise au point des interfaces entre ce projet de CHU et le futur quartier, ainsi que l'engagement des projets de tramway. Un certain nombre de travaux de voirie ont démarré fin 2023 et plus sûrement en 2024. Et d'espace public qui accompagne cet important chantier. Et à proximité, le quartier de la République. Vous avez peut-être vu que notre présidente a inauguré les premiers espaces publics du quartier de la République il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. La métropole du bien vivre ensemble et de la solidarité.
toujours la problématique de la production de logements neufs, en net ralentissement. Là, on parle de 2023, une reprise en 2024, mais on connaît les causes de ce ralentissement en 2023. Sachez malgré tout que seulement 3696 logements ont vu le jour en 2023, alors que nous étions sur une moyenne de 6000 logements par an, selon le PLH 2019-2025. On parle bien de l'ensemble des logements, logements sociaux inclus, alors que sur la période précédente, nous étions en moyenne à 6672 logements. On a déjà évoqué, me semble-t-il, ici la pénurie de logements. Le fonds de relance qui a été voté au printemps 2024 par la métropole, on le verra avec le rapport d'activité, avec moi ou avec un autre collègue, peu importe, à la fin de l'année prochaine, s'agissant du rapport 2024, a permis de relancer, de décoincer, si je puis dire, près de 1600 logements depuis la décision de ce fonds de relance, bloqué pour des raisons économiques, pas que, mais surtout pour des raisons économiques. Quelques éléments en lien avec l'égalité des territoires et notamment le contrat de ville. 500 acteurs ont été mobilisés pour écrire le contrat 2024-2030 qui s'est écrit en 2023 et notamment au travers la mobilisation de partenaires s'agissant de la vie des 55 000 habitants des 15 QPV, quartiers politiques de la ville. Alors, il n'y en a pas ici aux Sorinières, mais il y en a à Rezé, pas très loin, bien évidemment. Et c'est l'aboutissement du travail tel qu'il a été engagé. Il nous faut lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté et l'isolement. Nous sommes passés de la stratégie de pauvreté au pacte des solidarités, avec un outil partenarial avec l'État pour lutter contre la pauvreté au sein de la métropole. En 2023, 7 communes et la métropole ont lancé 24 actions pour un montant de près de 1,4 million d'euros. Ces 4 communes sont Saint-Herblain, Nantes, Indre, Mauves-sur-Loire, Bouguenais, La Montagne et Couëron qui se sont emparés de ce pacte pour déployer des projets. Ça concerne la lutte contre les inégalités scolaires via par exemple la création de postes de médiateurs scolaires dans les bidonvilles de la métropole et l'accès aux droits et à la lutte contre les grandes exclusions. Un forum comme ça a été organisé, d'accès aux droits a été organisé à Saint-Herblain et puis des actions de solidarité ont été créées. On pense notamment au lancement et à l'expérimentation de l'épicerie sociale municipale, les 1000 fleurs du colibri à Nantes, qui complète l'épicerie solidaire, par exemple, de Bouguenais. Une métropole, troisième chapitre, engagée pour la transition écologique et énergétique. Sur le point du plan climat et transition énergétique, on avait évoqué, me semble-t-il, le PCAET la dernière fois. Notons qu'ici, il a été, en 2023, les aides de la métropole aux travaux de rénovation énergétique ont été demandées pour 1260 logements privés, dont 1065 logements BBC, basse consommation, bâtiments basse consommation, et ceux en copropriété, ce qui est toujours un peu difficile, parce que les copropriétaires ont parfois du mal à s'engager dans le processus de réhabilitation parce que ça supporte des coûts financiers relativement conséquents, mais ça améliore bien évidemment la qualité de vie des locataires, et donc notamment la facture énergétique. Et maintenant, avec les dispositions législatives, on sait que les logements qui sont des passoires thermiques ne seront plus... il ne sera pas possible de les mettre sur le marché de la location. Donc, les copropriétaires ont tout intérêt à organiser des plans d'action sur leurs bâtiments. Et à ce titre, la métropole a engagé aussi un processus d'aide pour les diagnostics énergétiques de ces copropriétés, avec une prise en charge de près de 80%, selon les copropriétés, de 50 à 80%. C'est quand même assez considérable, ce qui permet d'être un effet un peu massif pour déclencher et de lutter contre la précarité énergétique de l'habitat privé. 148 projets pour des ménages sous conditions de ressources ont aussi bénéficié d'aides plus spécifiques, suivies et accompagnées par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, que vous connaissez sans doute. Sur ce chapitre de la transition écologique, bien évidemment celui des mobilités. Alors on peut peut-être citer en 2023 les études pour la réalisation des nouvelles lignes 6 et 7 de tramway qui vont passer par le pont des 3 continents, qui vont éviter de passer par commerce,
C'est aussi un gain assuré de temps pour les métropolitains. Et la nouvelle ligne 8 de Bussuet, qui se sont poursuivis. On le verra au prochain rapport que les choses maintenant sont déjà bien actées. Et puis, peut-être au titre de la tarification solidaire, noter l'augmentation des seuils d'éligibilité pour permettre au plus grand nombre, depuis mai 2023, le plus grand nombre de ménages à revenus moyens de bénéficier d'une tarification plus spécifique. Voilà. Là aussi, sur cette thématique des actions en faveur du vélo, au-delà du SDIC, du schéma directeur des infrastructures cyclables, qui a été adopté déjà quelque temps maintenant, un certain nombre d'axes cyclables sont engagés sur ce territoire ici et sur d'autres. Et puis des aides solidaires ont été mises en place également en faveur du vélo en 2023, notamment l'aide à l'achat de vélos sous conditions de ressources et une tarification solidaire dédiée à l'offre de location Montbiclou, pour celles et ceux qui font du vélo de manière occasionnelle et qui n'ont pas forcément de moyens d'acquisition, par exemple, ou de stockage de vélos. On peut passer par des dispositions occasionnelles. Le sujet des déchets, qui est un vaste sujet qu'on a déjà évoqué d'ailleurs autour de cette table, me semble-t-il, et qui revient d'actualité parce que des problématiques en lien avec la collecte des biodéchets, alors on le verra en 2025 pour 2024, mais j'anticipe un peu. Vous avez d'ailleurs une photo qui représente la première en haut, qui représente le sujet de collectage des biodéchets. La loi nous oblige à aller plus loin, la loi AGEP nous oblige à aller plus loin dès 2025 et 2026. On y travaille. Les conférences, les commissions locales de pôle ont évoqué ces sujets. Il y a des discussions entre la métropole, direction des déchets et les différentes communes pour se caler sur les démarches et les besoins. Sachez malgré tout que cette direction des déchets, que l'on parfois critique parce que c'est toujours un peu facile de critiquer, pardonnez-moi de le dire aussi directement que cela, mais la direction des déchets a été lauréate d'un certain nombre de certifications. Et il faut savoir que la métropole nantaise est la première métropole française à obtenir autant de certifications. Je pense à l'ISO 9001, management de la qualité, à l'ISO 14001 sur l'environnement et à l'ISO 45001 sur la santé et la sécurité au travail, notamment pour les reapers, par exemple, ce qu'on appelait avant les éboueurs, donc les reapers maintenant. Et donc c'est intéressant de le savoir. Ça sous-entend que tout ce qui a été mis en place par cette direction, avec l'accompagnement des élus qui y travaillent, permet maintenant d'avoir un cadre et des processus beaucoup plus intéressants et plus efficaces. On pourra le constater dans les mois à venir et années à venir. Forcément, une thématique sur la biodiversité, qu'il s'agit de préserver dans certains cas, de reconquérir dans d'autres. Et on peut noter qu'en 2023 a été marqué par la diffusion de l'Atlas de la biodiversité métropolitaine et de 3 cahiers communaux de la biodiversité, Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire et la Montagne. Depuis, d'autres communes, je ne sais pas si les Sorinières s'y sont engagées, mais d'autres communes sont engagées dans le dispositif, c'est de compléter en fait l'Atlas métropolitain au regard des spécificités de chacun des territoires. Et l'ambition de Tristan Riom, c'est d'aller au bout de cette démarche, notre collègue vice-président, pour les 24 communes de l'agglomération. Ça prend forcément du temps. On a une base forte avec cet atlas métropolitain et on pourra le compléter à l'échelle communale, selon effectivement les moyens dont on dispose. Chacun d'entre nous ne peut pas tout faire au même moment. Pour cela, il faut un peu d'argent. C'est souvent la transition que j'organise à chaque fois. Je ne vais pas détailler cette image, mais j'aime bien la rappeler malgré tout parce que ça montre l'organisation complexe mais nécessaire. Elle est à la fois démocratique, technique et partenariale de la métropole nantaise. La métropole nantaise, ce ne sont pas que les 24 communes toutes seules ou les 98 élus métropolitains ou les 3949 équivalents temps plein, mais on a bien évidemment un certain nombre d'instances et de partenaires avec qui nous travaillons. Voilà, je vous invite à, si vous ne l'avez pas eu encore le temps, à prendre connaissance de cette image qui résume assez bien, synthétise assez bien la manière dont on travaille. La synthèse financière, donc j'y arrive. Donc là, ça ne va pas être très, très lisible, mais il y en a d'autres un peu plus lisibles. Simplement, on a arrêté celle-ci pour vous dire que l'année 2023
est conforme à la stratégie qui a été adoptée en début de mandat, pour le mandat 2020-26. Et bien évidemment, ce qu'on peut retenir, ce sont les dépenses directement liées aux politiques publiques qui s'élèvent à 1,25 milliard 600 000 euros, si j'ai bien lu, parce qu'à chaque fois, selon que la virgule se place, il faut faire attention à ce qu'on dit, entre les millions et les milliards. Vous avez ici... On n'est pas habitué chez nous, effectivement. On ne va pas dire qu'on raisonne en 10 000 euros quand même, ça serait mentir, mais plus en millions qu'en milliards. Ici, vous avez une comparaison des comptes administratifs depuis 2020. Alors, je vous invite là aussi à en prendre connaissance. Ça vous montre l'évolution année après année, et notamment la capacité de désendettement au 31-12. J'y reviendrai peut-être si on a un petit peu de temps. Relativement stable depuis 2020, à 3,9 années, à une année en 2022 et 4 ans en 2023. Là, c'est tout budget confondu. Selon les budgets, si on pense au transport par exemple, si on pense au cycle de l'eau, on est sur des temps, des capacités de désendettement plus longues, jusqu'à 10 ans, parce que les investissements sont beaucoup plus lourds et l'amortissement se fait sur un temps beaucoup plus long. Je pense par exemple à l'usine de l'eau qui pèse plus de 80 millions d'euros d'investissement par exemple. Vous avez ici les évolutions de l'encours de la dette notamment, et l'ensemble des dispositions. Peut-être s'arrêter pour dire que la dette, tout confondu, représente à fin 2023 1 551 euros par habitant. Donc je confirme la capacité de désendettement. Voilà ce que l'on peut dire. La dette est saine et sécurisée, donc c'est important aussi. Il n'y a pas de risque au regard des taux d'intérêt calculés de manière diverse. C'était vrai il y a une dizaine d'années, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Maintenant, le chat échaudé craint l'eau froide. Là, vous avez un histogramme qui présente les dépenses de fonctionnement à 868,2 millions d'euros, tout budget confondu, pour des dépenses réelles de 1 402 000, tout budget confondu. Vous avez les recettes en face. Entre le budget principal, 626 millions, et le budget annexe, 504 millions d'euros. Budget annexe, collecte des déchets, cycle de l'eau, transport, stationnement, port, et j'en ai peut-être oublié. Enfin bon, vous voyez à peu près ce qu'il en est. On retrouve ici les dépenses pour les investissements, parce qu'on a le fonctionnement et l'investissement. Nous étions tout à l'heure à 868 millions pour le fonctionnement, à 425 millions pour les investissements. Le PCI Nantes Métropole est une EPCI d'investissement, parce que nos ratios ne sont pas les mêmes à l'échelle communale. Là, je ne vous dresse pas l'intégralité des dispositions. Peut-être on retrouve le camembert sur les investissements, qui est un peu plus lisible ici, qu'on montre assez fréquemment, et donc pour mettre en évidence que les mobilités occupent ou consomment 38,1% des dépenses d'investissement, et c'est logique avec les travaux conséquents sur le tramway et sur les changements de matériel. Bertrand Affilé, notre collègue, aujourd'hui premier VP, est plus gros consommateur de financement, mais c'est pas pour lui, bien évidemment. Mais c'est aussi pour répondre aux besoins de la population. Vous avez ici les grandes masses budgétaires. C'est pas forcément très très lisible, mais ça vous permet malgré tout de voir que l'épargne nette est de 78,5 millions d'euros en 2023 pour 96,4 en 2022. Et elle permet de financer 34,8% des investissements et de limiter le recours à l'emprunt. Le fonds de roulement a un peu baissé aussi, donc plutôt que d'emprunter, on est venu taquiner, si je peux le dire, le fonds de roulement, le FDR, parce qu'on était assez large. Et c'est une manière aussi d'attendre, parce que vous savez que les taux d'emprunt ont augmenté de manière assez conséquente, donc on vient un petit peu travailler les fonds de roulement, l'idée étant d'être en capacité, bien évidemment, de pouvoir payer nos dettes au jour le jour. Enfin, la dernière image, c'est celle du camembert sous une autre forme, ce qui permet de voir les 100 euros de recettes, de quelle manière elles se composent, et les 100 euros de dépenses, comment elles se composent, et les 100 euros de recettes. On voit bien que la fiscalité directe locale, et notamment des ménages, représente 19% des recettes,
celle des entreprises à 14%, le versement mobilité auquel se rajoute la fiscalité entreprise, et l'État seulement 13%. Et ça va encore baisser, puisque vous savez effectivement quelles sont les intentions du gouvernement pour réduire la dette étatique, qui est possible au niveau de l'État, qui ne l'est pas au niveau des collectivités, je le rappelle. Voilà. Étatique, ouais. Je passe la main du coup à Madame Gauvry. Alors c'est je pousse aussi, je continue? Oui, c'est un autre. Alors pardon. Donc du coup je touche pas parce que je ne voudrais pas faire de bêtises. Bon, merci. Oui. Très bien. Bon, écoutez, effectivement, merci pour la présentation. Je prends le relais pour vous faire le rapport annuel concernant plus particulièrement notre commune. Donc, je ne reprends pas la géographie du pôle Loire-Sèvres-Vignoble, qui compte 129 254 habitants. Donc, en 2023, on a compté un fonctionnement, dépenses de fonctionnement d'1 841 625 € et des investissements à hauteur de 8 307 604 €. Parmi les actions menées en lien avec le pôle de proximité, donc tous les sujets avec les investissements de voirie, donc les principales opérations, l'opération de PPI principalement réalisée en 2023, c'était celle de l'aménagement de la rue des Écoles en accompagnement de la livraison de la médiathèque à hauteur de 1,6 million. Donc ça a été la principale opération de cette année-là. En parallèle, des études ont été menées pour le lancement du projet de la rue de Gaulle, projet de la rue qui d'ailleurs a commencé récemment. Des études ont également été menées en 2023 suite à un manque de cavernes pour réinstaller de nouvelles cavernes au niveau du cimetière métropolitain. Parmi les aménagements de proximité, donc des investissements à hauteur de 56 654 €, ça concernait entre autres l'aménagement de l'Orcerie, quartier d'Orcerie, avec des dépenses pour les sujets autour du chemin directeur d'accessibilité à hauteur de 4 264 €. Et là, on était sur l'aménagement de l'arrêt de car des Carterons. Concernant les opérations donc, de EGR, donc ce sont les gros travaux de renouvellement de voirie, donc essentiellement les travaux de revêtement de chaussée et d'enrobé. Donc là, on a atteint un montant de 93 627 €. Sur le budget éclairage public, donc 14 236 € en gros entretien, 8 569 € de travaux d'extension et en termes de fonctionnement courant, 8 813 €. Avec en 2023, 5 foyers rénovés, 97 interventions de maintenance et, comme tous les ans, la réalisation des illuminations de Noël. Concernant tout ce qui est assainissement eau usée, l'investissement en eau usée, donc en dépenses d'investissement, 212 052 € réalisés pour des travaux de maintenance et d'extension. Ça inclut 66 contrôles de conformité avec un taux de conformité à hauteur de 85% pour 10 non conformes et un branchement réalisé. Concernant donc les eaux pluviales, investissement 8 467 € ainsi qu'un branchement réalisé. En 2023, la commune a continué à travailler avec le service urbanisme, enfin les services études et planification du département urbanisme de la métropole pour travailler à une deuxième modification du PLUM dont l'approbation est prévue en début d'année 2025. Et ces modifications portaient sur deux sujets, la production de logements, relancer la production de logements et conforter la place de la nature en ville. Concernant l'habitat, le travail a également continué en parallèle avec la métropole sur l'actualisation des fiches du programme local de l'habitat. Dans un contexte de ralentissement de la production de logements, l'objectif était de 90 logements, donc 51 en 2023 réalisés. La commune a également participé au plan de relance métropolitain du logement et elle a également été mobilisée pour la recherche de foncier pour l'accueil des gens du voyage.
pour répondre à leurs besoins de passage et d'ancrage. Pour continuer sur le sujet habitat-urbanisme, on a un certain nombre d'opérations d'aménagement qui ont été dans la continuité. Donc la Sanglerie, la ZAC Cœur de Ville, la tranche 4 de la ZAC des Vignes. Étude également menée sur la porte sud avec, en 2023, l'arrivée projetée du futur collège. Également, sur la partie économique, la zone de la Désirée, on a travaillé en partenariat avec les agences les promoteurs Aetica et Spirit pour des réflexions autour de l'aménagement de ce secteur. En 143 dossiers d'ADS ont été instruits, 108 déclarations d'intention d'aliéner. Sur les sujets de dossiers fonciers, 6 dossiers d'acquisition, donc 1 enclassement de voirie, 2 actes notariés signés, 1 abandon et 2 servitudes. Dans la continuité de la politique de la métropole engagée dans la transition, comme l'a évoqué déjà Monsieur Le Maçon, on a également lancé une démarche de reconquête des friches agricoles sur la commune des Sorinières, en lien avec la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, en associant les propriétaires agricoles du territoire. Et sur le sujet énergétique, la commune a également travaillé avec la métropole pour la définition de ces zones d'accélération, et ce, dans le cadre de la loi d'accélération des productions d'énergie renouvelable de la loi APER. Donc, des cartes réalisées par l'agence d'urbanisme ont été réalisées et seront soumises à une concertation en 2024. Et enfin, donc toujours dans la continuité des politiques publiques, la mobilité. Donc, le schéma directeur d'accessibilité qui est en réalisation depuis le début du mandat impose que chaque travaux mettent les normes d'accessibilité en place sur l'espace public. Donc, on intègre encore ces attentes. On a également lancé une étude sur la circulation du centre-ville en lien avec l'opportunité du contournement, une question qui nous revient régulièrement. Donc 2023, des études ont été lancées pour réfléchir à cette opportunité. Et enfin, sur les applications portées par la métropole, on est également rattaché au système d'information géographique qui permet de cartographier les actions de propreté sur la commune. Voilà pour moi. Merci à tous les deux. Le moment est aux questions, aux remarques, aux interrogations, commentaires. Alors, on y va. Muriel et après je t'ai... Merci pour vos présentations respectives. J'ai une question qui s'adresse à Monsieur Le Maçon. Concernant, vous avez évoqué tout ce qui était déchets, collectage de déchets. Alors, je ne sais pas si ça fait référence aux déchets, vous allez voir. Vous vous souvenez, il y avait avant le pont, enfin quand on est sur Rosé, dans la continuité de Trentemou, il y avait un site pour la ressourcerie. Je voudrais savoir où ça en est, ce projet de relocalisation. Est-ce qu'il a abouti? Je ne pense pas, sauf erreur de ma part. Et ça touche vraiment une demande pour beaucoup de personnes. On va prendre les questions si vous voulez, ensuite on y répond. Je t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Merci pour ces présentations. J'avais une question pour beaucoup plus terre à terre, simplement sur l'aménagement de proximité que tu as évoqué au niveau du quartier Orserie. Si on pouvait avoir des détails, parce que je ne me rappelle pas en avoir entendu parler ou autre. Ah, pardon. Oui, si. David.
J'ai deux questions. Sur la collecte des déchets, on voit sur la ville de Nantes des collecteurs de déchets compostables qui sont mis à disposition des habitants dans la rue. Sauf erreur, on n'en voit pas au Sorinière. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu là-dessus? Et plus en destination de Sandrine, sur les eaux pluviales, j'ai noté qu'il y avait eu 8 500 € d'investissement l'année dernière. Quand on voit les problématiques d'inondation sous la pénétrante sud, qui sont quand même régulières et qui durent depuis de nombreuses années, et récemment quartier de la Forêt, etc. Est-ce qu'il y a des déficits déjà sur le collecte des eaux pluviales chez nous? Et s'il y a, est-ce qu'il y a des plans qui sont prévus pour compenser et pour améliorer tout ça? Et je terminerai par un remerciement sur la présentation. Fabienne. Oui, bonsoir. Merci à vous deux pour vos présentations respectives. J'ai une question qui concerne la métropole, sur le logement, mais plus particulièrement sur les personnes qui sont en famille sans abri. Et je voulais savoir quelles sont les dispositions de la métropole actuellement, puisque on voit souvent des parents d'élèves se mobiliser quartier par quartier, je dirais même école par école, et forcer un peu les portes des écoles pour héberger ces familles la nuit, parce que les enfants sont scolarisés dans ces écoles. Et ça me semble être des initiatives associatives, personnelles, et je n'entends pas l'action de Nantes Métropole à ce sujet. Voilà, c'est une question. Parce que pour qu'on ne perde pas les questions de vue, je vais essayer de le faire dans l'ordre des thématiques. Le sujet des déchets, donc effectivement la ressourcerie à Rezé, dans le secteur des îles, alors je ne sais plus si c'est Haute-Île ou Basse-Île, je ne sais jamais identifier précisément les choses. Enfin, c'est dans le secteur là, à fermer, pour cause effectivement d'échelle et de projets économiques. Donc il y a bien un travail qui est en cours sur la métropole nantaise. Il y a même un travail de recensement de fonciers disponibles pour en situer d'autres. Et il y a aujourd'hui un foncier au moins temporaire qui est fléché sur Rezé à nouveau. Pas loin de chez nous, dans le secteur, pas très loin du mine. Qui l'est pas encore, mais qui devra l'être. Donc c'est le projet à court terme, on va dire. Et il y a un projet à plus long terme, là aussi sur Rezé, qui est en train de se définir. Et la question que nous avons eue en conseil métropolitain, d'ailleurs, c'est de juin, je crois, d'octobre, je ne sais plus, parce que le temps passe vite. C'était effectivement l'intérêt de faire du temporaire, parce que c'est un investissement non négligeable. Et pourquoi pas attendre? Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les filières ont besoin, quelle que soit la nature des filières, ont besoin effectivement de traiter le sujet. Et il y a aussi, me semble-t-il, une réflexion au Nord-Loire, qui est aussi engagé. Sur les biodéchets, donc la commune des Sorinières, comme les 23 autres communes, sera équipée selon 3 principes. On l'a présenté il y a peu, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Pour autant, on ne sera pas tous équipés au même moment parce qu'il y a des investissements non négligeables. Les métropoles françaises sont très en retard au regard de la loi AGEP qui nous oblige au 1er janvier 2025, parce on est passé par la phase expérimentale, notamment au regard de la problématique de la collecte de ces biodéchets, parce que les industriels, les transporteurs industriels n'étaient pas non plus équipés pour récupérer ces biodéchets. Donc parfois la loi va trop vite, parfois on attend des lois pendant des décennies, et là ça a été un peu vite. Toujours est-il qu'on s'est mis en ordre de marche. Il y aura donc trois dispositions qui seront prévues. La collecte, notamment les secteurs très denses. On sera sur une collecte, donc effectivement, qui sera organisée au travers, parce que vous avez les collecteurs que vous avez cités tout à l'heure, qui ont été expérimentés dans un secteur nantais et en Valtais de mémoire.
peut-être bien Saint-Sébastien aussi. Il y aura le secteur du compostage, enfin des secteurs qui sont concernés par des composteurs collectifs, donc les zones plus résidentielles, mais moins denses. Et ceux qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre cas seront dans le schéma de collecteurs individuels, enfin de composteurs individuels, c'est-à-dire qu'en gros, on fait ça dans le fond du jardin, qui seront mis à disposition par la métropole. Donc ça commence là. Et donc il y a un planning qui est en cours de calage entre maintenant et le début 2026. On essaye de resserrer un peu l'agenda qui nous avait été proposé par la direction déchets, qui nous amenait jusqu'à l'été 2026. On essaye de le resserrer pour que ça aille pas plus loin que février 2026. Et donc là, il va y avoir une communication métropolitaine qui va être faite pour expliquer un petit peu la démarche, mais aussi l'agenda, et donc communication qui sera reprise dans les magazines municipaux pour informer l'ensemble des citoyens, parce que on peut avoir un Sorine-Ariwa effectivement qui se pose des questions. Moi, j'ai pas été équipé alors qu'à Nord-Valtais l'a été, ou à Nagnanet, si je prends ma commune. Donc voilà. Mais il y a un travail vraiment de recensement aussi, notamment pour la localisation des composteurs collectifs, mais aussi des collecteurs au regard des espaces publics, parce qu'il faut pouvoir aussi aller collecter dans certains cas. Donc c'est un peu compliqué, mais je ne sais pas où vous en êtes côté Sorinière, je laisse peut-être... Oui, du coup, depuis qu'on avait eu l'information en commission locale de Paul, il y a eu des réunions qui ont été programmées dans toutes les communes finalement, où le but était de regarder plus précisément sur quel endroit on souhaitait qu'il y ait des collecteurs individuels. Alors ça, c'est facile, c'est dans les maisons. Et du coup, sauf si je me trompe, mais il me semble que ça sera financé par la métropole. Voilà, pour les individuels à 100%. Donc il faut aussi le temps de l'approvisionnement de ces collecteurs. Et l'idée surtout, c'était de voir quel endroit on localisait ceux qui vont être collectés du coup par les services déchets et à quel endroit on devrait les installer. Et là, il y a eu un premier travail qui a été fait avec nos services techniques pour vérifier donc ce qu'il en est. C'est un recensé après au niveau de la métropole et après on affine au fur et à mesure. Mais nous, on était dans le déploiement plutôt fin 2025, début 2026. Nous, c'était plus ce pôle, enfin notre pôle en tout cas était plus, voilà. Donc voilà, vous serez informé, je pense, dans les prochaines semaines de la réalité de l'agenda. Donc ça a été étudié au regard de la densité, de la proximité, de la faisabilité en termes techniques. Enfin, c'est assez complexe, parce qu'on a 3 manières d'opérer. Sur les eaux pluviales, au-delà peut-être de la réponse que vous pourriez apporter plus locale, il y a donc un schéma qui a été établi avec Jean-Sébastien Guiton, le vice-président en charge du grand cycle de l'eau, ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, Robin Salcroix ayant le petit cycle de l'eau. Et 50 points noirs ont été recensés sur la métropole nantaise, et donc il y a eu une priorisation en fait de ces points noirs en termes d'investissement. Alors je ne sais pas si le point que vous évoquiez fait partie de ces 50 d'une part, et ensuite dans la priorisation. Moi j'en ai un chez moi qui n'a pas été priorisé dans les 10 ou 12 premiers, donc il faut attendre un peu. Et on a vu les derniers abats d'eau importants il y a 3 semaines, là, à peu près 3 semaines, un mois, là, qui ont été assez préjudiciables. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, je ne connais pas précisément le secteur, mais globalement, il y a bien un schéma et aujourd'hui un plan d'investissement sur le long terme qui s'organise. Je vais te laisser répondre aussi, si tu veux, Sandrine. C'était juste pour dire que quand même, par rapport à ce qui s'est passé, comme tu disais, il y a un mois, on est quand même une commune où nous, on n'a pas eu à sortir le plan communal de sauvegarde. On n'a pas été entouré d'eau et ça a été plutôt ce qui n'a pas été le cas de nos collègues pas si loin que ça, de Brin, de Boye, etc. Donc, c'est... Et de toi ? Ah d'accord, je ne savais pas. Sandrine, si tu veux reprendre pour... Il y avait l'orcerie aussi après. Ouais. Pour compléter sur la question des inondations, donc effectivement en centrale à Nantes Métropole, la direction du cycle de l'eau répond à des opérations, des problématiques plutôt lourdes. Aujourd'hui, on n'est pas fléché. Avec le pôle de proximité, on a des interventions prévues, calées, pour redimensionner sur certains secteurs les réseaux, parce qu'effectivement, on a, comme beaucoup de communes de la métropole, on s'est urbanisé. Donc les flux sont densifiés, les réseaux d'eau pluviale sont existants, et parfois
parfois sous-estimé. Donc début d'année, par exemple, on a l'intersection rue de l'Aussière, rue des Papillons qui sera retraitée. Donc on a comme ça des points noirs qui ont été identifiés, remontés, sur lesquels des interventions sont faites. Mais pour les sujets un peu plus lourds, ce que tu évoquais, David, aujourd'hui, on n'a pas de priorisation sur les interventions. Et pour la rue de l'Orserie, en fait, l'intervention, c'était du carrefour des Gobets jusqu'à la rue de Lillette. C'était un aménagement pour apaiser la circulation, donc des ralentisseurs, et puis l'aménagement des cheminements piétons qui avait été fait sur cette année-là. Pardon, je reprends la main pour la question sur les logements. Peut-être dire, comme malgré tout, que même si les secteurs, notamment d'assainissement d'eau pluviale, n'ont pas forcément été priorisés, il y a un autre schéma qui est important, qui est celui du schéma sur les eaux d'assainissement, eaux usées pour le coup. Et lorsqu'il y a des travaux à réaliser pour redimensionner ou pour changer des canalisations, bien évidemment, les deux réseaux les travaux se font sur les deux réseaux. Pas, on dit j'en fais qu'un parce que l'autre n'est pas priorisé. C'est-à-dire qu'on organise bien évidemment, à partir du moment où on ouvre les voiries, on traite l'ensemble des problématiques. Je tenais à le signaler aussi. Sur la partie logement et sans-abri, effectivement, vous avez raison. On voit de trop grand nombre de sans-abri aujourd'hui. Donc, s'agissant des enfants, donc c'est le département qui a la compétence petite enfance et la mise à l'abri de ces enfants. Il n'en reste pas moins que quelques-uns d'entre eux sont à la rue. Donc il y a un travail qui est fait par François Prochasson et les services. François Prochasson étant le vice-président en charge du logement, de l'hébergement et notamment le logement social. Il travaille avec Pascal Prat, qui lui est plus sur la planification et la construction. Et nous avons adopté en début de mandat un budget spécifique qu'on appelle le 1% sans-abrisme. C'est-à-dire 1% du budget métropolitain est affecté à la gestion, la problématique du sans-abrisme. Dans ce sans-abrisme, c'est l'entièreté des cas de figure. C'est-à-dire qu'on a les populations migrantes, mais aussi les familles sans-abri, c'est-à-dire que des personnes qui se retrouvent à un moment ou à un autre sans toit. Donc ça fait partie des dispositions. Alors je ne connais pas très précisément la manière dont ils opèrent sur ce point, mais on pourra se renseigner et transmettre les éléments, parce que je n'ai pas connaissance de l'ensemble des dispositions. Je sais qu'il y a un gros travail qui est fait, et là je participe aux travaux sur la population migrante, parce que toutes les communes sont associées. Les sans-abri au sens perte de toit, on n'en a pas forcément dans toutes les communes. Moi, j'en ai chez moi. De la même manière, on essaye de trouver des solutions. Pourtant, Saint-Étienne-Grand-Lieu, c'est plutôt plus rural qu'urbain, mais il nous arrive, et encore un incident cet après-midi avec une personne sans toit. Donc, c'est une chose que l'on regarde, quelle que soit la nature des personnes qui se retrouvent à la rue. Il faut trouver des solutions. J'acquiesce totalement sur la nécessité de les mettre à l'abri, d'autant plus à la période hivernale qui démarre. Mais c'est aussi vrai l'été, pour des raisons de chaleur. Après, on a chaque commune, enfin, je pense que ça doit être le cas, nos logements d'urgence qui permettent quand même de pouvoir, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de turnover dessus. On n'arrive plus à, comme tout est bloqué au niveau du logement, on n'arrive plus à les faire rentrer dans les logements dits classiques, donc ça devient des logements pérennes finalement, on va dire. Même si à chaque fois qu'on récupère des logements, vous le verrez on en parlera sur les points qui suivent, avec le portage financier qu'on voudrait, vous savez, pour l'entrée sur les maisons qui vont être au fur et à mesure récupérées, où on les met à disposition, soit on le fait nous, soit on le met à disposition des associations pour pouvoir, en attendant qu'elles soient détruites, occupées, en tout cas par des personnes qui en auraient besoin. Je pensais aussi à des initiatives, mais tu l'as dit, ça rejoint un peu. On avait au vœu de Johanna l'année dernière, tu sais, une asso qui était venue parler du fait qu'il y avait des entreprises qui mettaient à disposition les bureaux la nuit. Voilà, ça se fait aussi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose effectivement qui, voilà, et le pourcent sans-abri permet aussi de financer les travaux dans nos logements d'urgence. Donc on peut aussi en bénéficier. Nous, pour l'instant, là, on n'en a pas fait de demande parce que ça n'a pas été nécessaire, mais ça pourrait être le cas. Donc il y a quand même des choses qui sont faites, même si ça ne répond pas complètement à cette situation précise. Mais voilà. C'est le court terme qui est compliqué à gérer.
Oui, alors Muriel et Bruno. Pour rebondir sur ce que vous disiez là sur les logements, enfin les personnes sans toit, moi je travaille sur Saint-Herblain, enfin à Saint-Herblain. Il y a quand même des populations qui sont, je dirais, qui ont investi des lieux depuis plusieurs années, qui ont des toits, mais des toits de fortune, qui ressemblent un peu à des bidonvilles. Enfin voilà, je crois qu'on peut appeler ça. Et quelle est la position de Nantes Métropole par rapport à ça? Et j'ai une dernière question qui me vient comme ça. Alors après, c'est peut-être pas du qu'en dira-t-on, mais je pense que c'est important de l'évoquer aussi concernant la partie culturelle. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que la gestion de l'Opéra de Nantes reviendrait dans les attributions, en tout cas la compétence de gestion de Nantes Métropole. Est-ce que c'est vrai et quel impact en termes de gestion financière? Merci. Vas-y Bruno, tu poses une question ou pas? Moi c'est un commentaire. Ben vas-y, si tu veux faire un... La question peut-être Ouais. répondre. Bon, Moi, c'est un commentaire. Alors sur les bidonvilles, la politique métropolitaine est assez claire. Hein, c'est humanité, fermeté. Et donc la fermeté, on ne le fait pas tout seul. Et notamment dans les communes qui n'ont pas de police municipale, si je prends la mienne par exemple. Donc il y a aujourd'hui une convention tripartite qui est en cours d'élaboration, qui a du mal d'ailleurs à aboutir entre l'État, le département et la métropole, et dans la métropole les communes. Donc en fait c'est plus que tripartite quand on regarde les choses. Donc le département pour tout l'accompagnement social, puisque les communes n'ont pas cette compétence, même si nous avons pour certains d'entre nous des CCAS, c'est pas le cas pour les 24 communes de l'agglomération nantaise, notamment les plus petites d'entre elles. Donc ça sous-entend quels moyens et quelles ressources humaines on peut mettre en face de l'accompagnement. C'est extrêmement important, au-delà des financements. Et ensuite, il y a un travail sur les autres sujets, notamment pour la mise à l'abri. Donc le 1% sans-abrisme y contribue, sur ce qu'on appelle les TIT, les terrains d'insertion temporaire, qui permettent de faire entrer un certain nombre de familles, à condition qu'elles soient volontaires, dans le schéma, effectivement, demain, mais encore faut-il pouvoir construire des logements. Enfin, tout ça est lié, mais vous connaissez par exemple le titre de Bouguenay, près de la porte de Grandlieu, la porte 51, qui a été fait récemment en remplacement d'un début de bidonville, on va dire les choses comme ça. Et vous avez sans doute entendu parler du sujet de la prairie de Mauve, avec le pôle d'agroécologie urbaine qui va se construire et donc qui nécessite l'évacuation. Et c'est pas plus mal au titre des conditions de vie de ces personnes-là, mais ça peut pas se faire sans que l'État ne fasse son travail. Et c'est loin d'être le cas, même si le préfet aujourd'hui a pris, me semble-t-il, la pleine mesure. Maël Copé nous expliquait, et François Prochasson, que le préfet avait été visiter le camp. Et je crois que ça a remis les choses dans l'ordre, on va dire les choses comme ça. C'était pas de la mauvaise volonté de sa part, mais c'est sans doute une connaissance imparfaite de la problématique. Donc c'est d'abord à l'État de répondre à cette situation, puisque nous sommes sur des personnes qui sont entrées illégalement ou pas sur le territoire européen. Pour une part, ce sont des Européens. Pour une grande partie, donc on a quand même des sujets plutôt État. Et donc la métropole accompagne, et les communes accompagnent pour celles qui le peuvent, parce qu'encore faut-il trouver du foncier disponible, encore faut-il avoir des moyens financiers disponibles, même si c'est largement aidé par la métropole dans le cadre du budget. Donc il y a bien une action, c'est pas encore très visible, mais c'est mieux que la fameuse mousse, la maîtrise d'œuvre sociale qui avait été mis en place avec l'État au mandat dernier, qui n'a abouti à rien en fait. Hein. Ce n'est qu'on s'est regardé de manière régulière, une fois tous les 3 mois, pour qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Aujourd'hui, on est plus dans l'action concrète. Sur l'opéra, je ne sais pas si vous avez passé ça au conseil. Oui, on l'a passé, mais je pense que c'était absente. C'est ça au dernier conseil, non ? Vas-y. Oui, je me souviens, ça avait dû être effectivement évoqué en commission, mais peut-être que si on peut avoir un retour, parce que c'est quand même quelque chose
En fait, c'est passé. Enfin, ce qu'on a acté, c'est que c'était passé d'intérêt métropolitain, donc du coup que c'était effectivement en gestion métropolitaine. Oui, mais notamment. Je vais un peu plus loin dans ma question. C'est aujourd'hui, c'est quoi l'impact au niveau gestion ressources humaines, gestion financière Non, à ma connaissance. Oui, à ma connaissance, il n'y a pas d'impact, ou l'impact peut-être à la marge, mais il n'y a pas d'impact principal. On a des sujets d'une autre nature, par exemple avec le centre des congrès et le parc des expositions, qui demandent là aussi un regroupement et des moyens effectivement de gestion et d'exploitation qui soient plus efficients. C'est un peu la même chose. Alors la demande, elle n'est pas venue forcément de la métropole. Là, pour l'opéra, elle est venue d'Angers Métropole. Et à partir du moment où effectivement la métropole d'Angers est rentrée dans le dispositif, il fallait que la métropole de Nantes y rentre aussi, parce que c'est l'opéra Nantes-Angers. Donc c'est un peu, nous on a plutôt subi une situation en fait, mais globalement ça ne change pas fondamentalement les choses. Et dans le principe, donc le pacte financier, dans l'attribution de compensation que perçoit la ville de Nantes par la métropole, la déduction a été faite de la partie nantaise. C'est-à-dire que Nantes ne continue pas à percevoir ce pourquoi elle percevait auparavant. Donc l'impact financier, il est là, mais il n'y a pas de changement de modèle de gestion à ma connaissance. Je vous en prie. Alors, c'est pas le sujet, c'est pose une question, d'accord. Parce que je viens. Merci. Oui, juste un commentaire qui pourrait sembler de premier abord peut-être un peu hors sujet, quoique. Je voudrais revenir sur la présentation qu'a fait Jean-Claude, et notamment sur l'aspect financier et budgétaire. Tu expliqué que l'apport de l'État en termes de dotation représentait un peu plus de 13%, je crois 13,60% dans les finances de la métropole. Alors moi je voulais partager avec vous l'inquiétude qu'on peut avoir, j'anticipe un peu, et c'est pour ça que je disais je serais peut-être un peu hors sujet, sur la perspective 2025, puisque comme vous le savez, l'exécutif a d'ores et déjà annoncé que l'ensemble des collectivités locales, qu'il s'agisse des communes, des départements ou des régions, seraient mis à contribution à hauteur de 5 milliards d'euros. Connaissez comme moi l'adage, il dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je pense que cet adage-là va se vérifier de manière certaine pour l'exercice 2025, puisqu'il était annoncé, promis en tous les cas, que la taxe d'habitation et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises seraient compensées à l'euro près. Eh bien, l'exécutif a d'ores et déjà annoncé que pour l'exercice 2025, cette promesse et cet engagement ne seraient pas tenus. C'est 1,5 milliard d'euros en moins pour les collectivités. Les aides à l'investissement, c'est quel est l'apport des collectivités locales en matière d'investissement, va être réduit de 800 millions d'euros. L'exécutif a aussi confirmé que le fonds vert par lequel l'État aide les élus à investir dans la transition écologique s'est amputé là encore d'1,5 milliard d'euros. J'oublie pas aussi les réductions de crédits particulièrement conséquentes, notamment en ce qui concerne les recettes TVA en direction des départements et des régions. Pour notre département, la Loire-Atlantique et la région Pays de Loire, ce sera 27 millions d'euros. Alors quelle est la traduction ? Très concrète. La traduction, c'est une baisse des subventions et des dotations en termes d'accompagnement des communes, notamment sur la culture de 75%, sur le sport de 75%. Pour être plus concret, par exemple, nous, on avait déjà pris contact sur la commune pour accueillir une compagnie en résidence avec un projet qui était vraiment très, très, très intéressant à partager avec les habitants. Et donc on a pris contact avec le département pour nous accompagner dans cette affaire-là en termes de subventions. C'est une fin de non-recevoir, parce que le département est bien évidemment plus en situation d'assumer ses engagements financiers.
J'ajoute que Madame Morancet, qui fait un peu de zèle quand même, puisque elle, au-delà des 27 millions d'euros qui ne seront pas alloués par l'État à la région de Pays de Loire, elle souhaite engager une réduction des dépenses à hauteur de 100 millions d'euros. Donc ça va être absolument catastrophique, notamment sur le plan de la culture. On a parlé d'une métropole attractive. Là, l'impact il va être dramatique, avec des compagnies qui vont disparaître, notamment des festivals aussi. Enfin, ça va être pour les élus en charge de la culture. Vous l'avez dû le voir dans la presse, on s'est exprimé sur le sujet. Nous allons nous mobiliser. Je rappelle que le secteur de la culture, c'est 150 000 emplois sur la région Pays de Loire. Donc, dans une situation économique très difficile et très impactante sur le plan de l'emploi, hein. Je ne vais pas parler de ce qui se passe sur le secteur industriel, vous avez tous à l'esprit. Voilà, on va surajouter. Bref, pour conclure mon propos et mon commentaire, une fois de plus, et moi je traduis ça en termes de colère, je pense qu'il y a une grande colère dans les rangs des élus, qui se traduit par la position de l'AMF aussi. On va réduire de nouveau notre marge de manœuvre en impactant notamment de nouveau nos projets qui ont été fortement impactés avec l'inflation notamment depuis le cours du mandat. Et c'est toutes nos politiques publiques en direction, nous on est en première ligne, hein, les communes, pour répondre aux besoins des habitants dans leur quotidien. Et c'est absolument dramatique et je traduis, je me fais le relais de la grande colère des élus et des maires à ce propos. Oui, je souscris totalement à cela parce que, en fait, ce qu'on ne voit pas bien aujourd'hui, et sans doute le citoyen très éloigné de la gestion d'une collectivité le verra encore moins bien, c'est quand on dit, par exemple, que les 450 plus grandes collectivités seront touchées par la réduction budgétaire. En fait, c'est l'ensemble des 36 000 communes. Parce que les régions, les départements et les EPCI, qu'ils soient communautés de communes ou les agglomérations seront touchés et par voie de conséquence auront donc moins de moyens à mettre à disposition des communes. Donc déjà, l'effet de ruissellement, il fonctionne assez bien pour celui-ci tout du moins. Permettez-moi cette digression. Et puis il y a d'autres sujets, ce qui est bien ou pas bien, mais les augmentations, notamment des contributions sociales patronales des collectivités. Pour les caisses de retraite de nos agents, c'est 4 points de plus d'annoncés sur la CNA, SRL, enfin je ne sais, l'acronyme est affreux. Un exemple, pour ma commune, c'est 68 000 euros de plus de contribution. Donc imaginez pour une commune de 4 000 habitants, 68 000 euros de moins, rien que sans avoir touché à quoi que ce soit, sans avoir imaginé encore les réductions budgétaires qui arrivent de plus haut. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça effectivement mettra mal un certain nombre de collectivités qui avaient pour certaines beaucoup de mal à dégager l'autofinancement, qui ont été obligés pour leurs investissements ou de ne pas les faire, ou de les réduire, ou d'emprunter, et donc d'emprunter sur les générations futures, ce qui est quand même assez déplorable. Il y avait sans doute d'autres moyens de faire, me semble-t-il, je peux me permettre ce commentaire. Même s'il faut participer à l'effort. Il ne s'agit pas de s'exclure de l'effort national, mais au moins d'être raisonnable dans les efforts que nous devons porter. Oui, mais pour compléter, chez nous, c'est en gros 100 000 euros sur la cotisation patron. CNA, CRL. CRL, c'est ça. CL, oui. En gros, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... on aura bien l'occasion d'en reparler, du budget. Ça va arriver vite. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres questions? Puisque sinon, on peut peut-être... déjà remercier Jean-Claude. Merci beaucoup. À l'année prochaine, du coup. Pourquoi pas, je reste disponible. Merci de votre accueil. Merci à toi. Bonne soirée. Et bonne continuation dans vos instants. Merci. Donc on ne vote pas le rapport d'activité, on en prend acte. Et je laisse du coup la main à Sandrine Gauvry pour le point numéro 2 sur les échanges de parcelles de Monsieur Lucas Oliodi-Lesbauches.
C'est bon, merci. Non, enfin, je pense que tout le monde a le support, sinon je vais partiellement lire.